Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moualim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 6 novembre 2023, sur ce 8e numéro de votre émission Approche participative. Je suis autour de la table avec mon co-animateur, M. Bekay Cham, qui est un membre de la rédaction de Moualim Info, et le directeur de Moualim Info, en l'occurrence, M. Momar Diop. Comme vous le savez toujours, M. Ben Ibrahim Sonko est notre chroniqueur. Notre thématique d'aujourd'hui est basée sur le décryptage du profil des technopolitiques candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et le laisser faire ses salutations avant de passer aux questions. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Bekay Thiam, bonsoir également à Momar Diop et merci de bien vouloir m'inviter à ce grand rendez-vous dans vos différentes plateformes dans le cadre, n'est-ce pas, de l'émission Approche participative en perspective donc de l'élection présidentielle du 25 février prochain au Sénégal. Vous me permettrez tout d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et l'ensemble du personnel et correspondants de Moualim Info à travers le monde. À tous mes amis d'ici et d'ailleurs qui nous suivent, je leur souhaite un bon confort d'écoute en attendant vos questions, Madame Fall. De ce fait, M. Sonko, nous allons laisser M. Bekay Cham qui va débuter les questions avec vous. M. Cham, je vous laisse la parole. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs de Moualim Info. Bonsoir à mes deux co-animateurs de l'émission Approche participative, Mme Ganchiri Fall et M. Momar Diop. Bonsoir également à notre chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Merci Mme Ganchiri Fall de m'avoir donné la parole. Donc, comme annoncé en introduction, nous allons poursuivre notre série de décryptage des différents profils des candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, prévue ici au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux candidats à l'élection présidentielle qu'on appellera les technopolitiques. Un terme qui colle bien à leur statut et profil. Voilà ma question. Monsieur Ben Ibrahim Sonko, comment voyez-vous ce nouveau profil de technopoliticien sur la scène politique sénégalaise? Bonsoir Monsieur Thiam et merci pour votre question. D'entrée de jeu, je vous invite donc à définir le terme technopoliticien qui, par glissement, fait penser quelque part aux technocrates qui désigne, si vous le voulez bien, un homme ou une femme ou encore un haut fonctionnaire, n'est-ce pas, qui fait prévaloir les données techniques ou économiques sur les facteurs humains ou partisans. Aujourd'hui donc au Sénégal, force est de constater que des hommes, n'est-ce pas, et des femmes, loin de faire leur classe dans les partis politiques classiques, émergent, n'est-ce pas, sur la scène politique et jouent quelquefois, n'est-ce pas, des rôles importants dans les gouvernements, je veux dire, qui de plus en plus s'ouvrent à eux. Au-delà, n'est-ce pas, le terme technocrate trouve quelque part, si vous le voulez bien, ses origines dans les années 1920, avec, n'est-ce pas, l'industrialisation et la crise économique des années 30. Les gouvernements en cette époque, n'est-ce pas, avaient fait appel, n'est-ce pas, à ces catégories socio-professionnelles pour les besoins de redressement économique. Parmi les traits, n'est-ce pas, qui caractérisent les technocrates, on trouve la mise en avant, n'est-ce pas, de la compétence et des méthodes scientifiques et techniques identifiées aux notions de rigueur et de la rationalité quelque part. Ces notions, n'est-ce pas, rigueur et rationalité, sont opposables donc au caractère supposé de l'homme politique et incarné par un système politique qui a montré quelque part ses limites dans la gouvernance et la gestion des deniers publics, surtout en Afrique et particulièrement au Sénégal. Donc, pour répondre concrètement, M. Cham, à votre question,
Il faut, à mon avis, admettre que la présence, n'est-ce pas, des technopoliticiens ou des technocrates, comme vous le voulez, sur la scène politique au Sénégal est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour non seulement la bonne gouvernance de nos États, mais également et surtout pour la démocratie. Parce qu'encore une fois, la possibilité, n'est-ce pas, de choix des citoyens doit être multiple, diverses, n'est-ce pas, et variées sur des profils et des programmes de gouvernance, n'est-ce pas, et des projets de société qui doivent sortir, n'est-ce pas, le Sénégal du sous-développement. Merci, M. Sonko, pour ces éléments de réponse apportés à ma première question. Maintenant, en abordant ma deuxième question, on pourrait évoquer le profil de ces technopoliticiens qui sont le plus souvent connaisseurs ou experts dans un tel ou tel autre domaine. Ce qui leur confère d'ailleurs la légitimité de briguer le suffrage des Sénégalais. Donc, mais pensez-vous, M. Sonko, que le fait d'être connaisseur ou expert dans un domaine quelconque peut-il être suffisant pour prétendre diriger le pays? Pertinente question, M. Diam. Alors, il faut noter que bien que le profil des technocrates soit très important et quelque part nécessaire pour une bonne gouvernance d'un pays, en ce sens qu'ils incarnent non seulement la bonne gestion avec des expériences avérées dans plusieurs domaines économiques et sociaux, avec, n'est-ce pas, aussi une expertise avérée, cela, à mon avis, ne semble pas suffire, n'est-ce pas, pour être un bon président pour le Sénégal. À côté donc des qualités de technocrate, il faut, à mon avis, pour prétendre diriger le Sénégal, être à l'écoute et être accessible. Par exemple, il faut également être intègre, il faut être attentif au bien-être, n'est-ce pas, de la population sénégalaise pour qui on est président. Il faut aussi avoir une stature internationale, être rassembleur quelque part, avoir et faire confiance à ses collaborateurs et savoir faire leur promotion aussi, parce que nous sommes quand même dans une société assez ancrée dans des valeurs. Il faut incarner, n'est-ce pas, la nation toute entière avec toutes ses composantes sociologiques. Il faut aussi avoir une excellente et une très grande connaissance, n'est-ce pas, des sujets les plus essentiels qui concernent la nation, comme les problèmes militaires, comme exemple les problèmes financiers, éducatifs et sociaux. Il faut également avoir, n'est-ce pas, une parfaite grille de lecture, n'est-ce pas, des événements qui nous arrivent et qui nous attendent. Par ailleurs, il faut avoir ou savoir, disons, prendre des décisions quelquefois impopulaires pour l'intérêt de la nation, surtout en temps de crise, comme par exemple lors de la pandémie de la COVID-19. Il faut être capable aussi, n'est-ce pas, de créer un consensus avec l'opposition, même la plus radicale, sur des grands sujets de défense, par exemple, et de finances publiques. Enfin, penser, n'est-ce pas, à la trace de son action dans l'histoire du Sénégal passé et futur. Monsieur Cham. Merci beaucoup, Monsieur Cham, pour vos pertinentes questions. Je vous rappelle qu'il y a aussi Monsieur le directeur de Moualim Info, Momar Diop, qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Avant de lui passer la parole, je vais tout d'abord poser ma toute première question à Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qui se pose sur, selon vous, Monsieur Sonko, quels sont les meilleurs profils qui incarnent cette catégorie de candidats dits technocrates? Madame Fall, nous allons sans doute faire des mécontents, mais nous sommes obligés, n'est-ce pas, pour les besoins d'analyse de ces profils, de choisir arbitrairement quelques profils technocrates pour étayer donc nos propos, n'est-ce pas, aussi pour répondre concrètement à votre question.
Parmi donc les profils les plus en vue dans cette catégorie de candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, on peut citer, entre autres, mais on va choisir que trois profils, n'est-ce pas? D'abord, docteur Boubacar Camara, qui est un profil assez intéressant et qui répond parfaitement à ce statut, ou en tout cas ce profil de candidat technopoliticien, pour ne pas dire technocrate. Il y a également le docteur Abdourahmane Diouf du parti Awalé, mais également El Hadj Ibrahima Sall, un profil très intéressant, n'est-ce pas, qui est le leader du parti Demain la République. Alors, nous allons d'abord parler du docteur Boubacar Camara et voyons ce qu'il propose aux Sénégalais après, dans son projet de société, bien sûr. Alors, pour rappel, docteur Boubacar Camara est l'actuel directeur général adjoint des douanes au Bénin, n'est-ce pas? Dans le secteur public, M. Camara a pris une retraite anticipée de l'inspection générale d'État, après avoir donc été directeur général des douanes et secrétaire général dans un ministère au Sénégal. Dans le secteur privé, il fut président du conseil d'administration d'une industrie de cimenterie, et c'est toujours au Sénégal. Ce monsieur, si vous le voulez bien, capitalise une vaste expérience, n'est-ce pas, de consultant pour de grands groupes internationaux dans les domaines de l'énergie solaire, des hydrocarbures, du partenariat public-privé, de la douane, du commerce international, de l'investissement et dans beaucoup d'autres domaines au niveau du continent africain. Il est docteur en droit. Il est également avocat au barreau de Paris en omission volontaire, donc il s'est désinscrit volontairement. Il est engagé en politique et en 2018, il a fondé le mouvement politique Djongu Ngering Sénégal, n'est-ce pas, qui est devenu un parti politique, notamment le Parti de la construction et de la solidarité Djongu Tabakh, dont il est d'ailleurs le président fondateur honoraire et candidat investi par ce parti. À côté de docteur Boubacar Camara, nous avons le docteur Abdourahmane Diouf. Alors, docteur Abdourahmane Diouf, c'est un natif de Rufisque. Il est docteur en droit international, économique et commercial, n'est-ce pas, de l'université de Berne, en Suisse. Il est expert en droit commercial international et régional et en développement du secteur privé depuis 25 ans déjà. Docteur Abdourahmane Diouf est également consultant international auprès, n'est-ce pas, de plusieurs organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, l'Union européenne et le PNUD. Le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement et beaucoup d'autres organisations à l'échelle internationale. Il a conduit plusieurs études sur le commerce multilatéral, sur les investissements directs étrangers également et les processus d'intégration commerciale en Afrique. Alors, il est écrivain et il a à son actif, n'est-ce pas, dans le cadre de son statut d'écrivain, il a à son actif donc 2 ouvrages. Le premier, il est intitulé L'Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales. Son deuxième ouvrage, le plus récent, il est intitulé donc De la concurrence à la concordance vers des réformes démocratiques pour une nouvelle république sénégalaise. Docteur Abdourahmane Diouf est donc le président du parti Awalé, les Djambars, une formation politique qu'il a fondée depuis le 30 octobre 2021, quelques années donc après son départ du parti Réumi d'Idrissa Seck, où il fut donc le porte-parole durant une longue période. Le troisième profil qui nous intéresse aujourd'hui est la personne de El Hadj Ibrahima Sall. El Hadj Ibrahima Sall, il faut le noter, il est né le 11 mars 1960 à Rufisque. C'est un natif de Rufisque également.
Il est diplômé en économie de l'École des hautes études commerciales de Paris. Il a enseigné en DEA, en diplôme d'études approfondies donc, de mathématiques appliquées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a enseigné également les économies, en fait l'économie je veux dire, à HEC Paris, en management des grandes organisations à l'université Dauphine, Paris-Dauphine, puis, n'est-ce pas, en économie publique à l'École supérieure de commerce de Paris. Après donc des responsabilités dans le système des Nations Unies, Monsieur Sall El Hadj Ibrahima a donc occupé des fonctions ministérielles dans le gouvernement de la République du Sénégal en tant que ministre du Plan, n'est-ce pas, et de la coopération. C'était donc du temps du régime socialiste de Abdou Diouf. Dans le cadre de ces mandats sous-régionaux, M. El Hadj Ibrahima Sall a conduit la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. C'était en République de Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Il a également fait plusieurs missions, notamment une mission d'assistance technique auprès du ministère de l'économie et des finances au Cameroun. Et il a également fait une mission auprès de 15 États de la CEDEAO, n'est-ce pas, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du renforcement de la sécurité et du développement. El Hadj Ibrahima Sall a été également fonctionnaire dans le groupe, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, n'est-ce pas, dans la Banque mondiale, au niveau de la Banque mondiale, je veux dire. Puis, il a été directeur du programme régional de désarmement et de lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest. C'était donc de 2000 à 2005, si mes souvenirs sont bons. Alors, depuis 2019, El Hadj Ibrahima Sall est nommé président de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics, n'est-ce pas, du Sénégal, au sein du cabinet du président de la République, Macky Sall, un poste donc qu'il occupe ou alors qu'il a occupé jusqu'à sa dernière déclaration, n'est-ce pas, de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Donc une candidature qui est portée par son parti, Demain la République. Voilà entre autres les trois profils, pour ne pas dire les trois personnages qui incarnent le profil de technocrate que nous voulons présenter ce soir. Bonsoir, chers auditeurs de Mouhalim Info. Bonsoir à mes deux co-animateurs, Madame Gansiri Fall et Monsieur Bekay Thiam. Bonsoir à vous, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, notre chroniqueur de l'émission Approche participative. Donc, je vais passer à ma toute première question. Du fait que les candidats à la candidature à la présidentielle sont trop nombreux, ce qu'on n'a jamais vu vraiment, c'est une grande première. Mais logiquement, chacun parmi eux doit avoir quand même un programme. Donc, je vais m'appesantir sur ce plan. Donc, en fait, M. Sonko, que peut-on retenir de leur programme de gouvernance? Selon vous, est-ce que vous appréciez bien les programmes que vous avez eu à lire ou que vous avez eu à entendre ou que vous avez eu à en avoir un aperçu? Selon vous, quelle appréciation faites-vous de ces programmes? Bonsoir, Monsieur Diop, et merci pour votre question. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soir, nous nous appesantirons sur trois profils qui collent justement, n'est-ce pas, à la catégorie de candidats à la candidature que nous avons bien voulu appeler les technocrates ou les technopoliticiens. Et nous avons donc choisi Dr Boubacar Camara. On a déjà fait, n'est-ce pas, dans une réponse précédente, la présentation non seulement de son profil, mais également de son parcours. Nous avons également choisi Dr Abdourahmane Diouf du parti Awalé, mais également El Hadj Ibrahima Sall du parti Demain la République, pour qui également nous avons présenté son profil et son parcours. Donc nous allons parler des programmes de ces différents candidats que nous avons eu à
à choisir dans le cadre de cette analyse pour répondre à votre question quant à leur programme ou leur projet de société. Commençons d'abord par Dr Boubacar Camara. Donc, Dr Boubacar Camara, comme on l'a dit, il est investi par le Parti de la Construction et de la Solidarité Djungut Tabakh. Alors, son projet de société tourne autour de la transformation structurelle de notre économie, en passant par l'aménagement, n'est-ce pas, d'un nouveau socle pour la nation et la citoyenneté, comme il le dit. Il parle également de la production industrielle et de la transformation des produits de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, entre autres, sans oublier, n'est-ce pas, le soutien à l'artisanat, à la culture, au tourisme et à beaucoup d'autres secteurs qui emploient pas mal de Sénégalais. Selon Boubacar Camara, c'est seulement à ce prix que nous atteindrons l'autosuffisance alimentaire en transformant nos ressources. Il propose également dans son projet de société, n'est-ce pas, un nouveau modèle de financement de notre économie par ce qu'il appelle le nantissement de nos ressources naturelles en lieu et place d'un endettement excessif. Donc, son projet se résume, si vous le voulez bien, sur la transformation structurelle de notre économie d'une part, son industrialisation d'autre part, et le changement de paradigme dans le financement de celui-ci. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport au projet de société de Boubacar Camara, qui est donc le candidat déclaré et présenté par le Parti de la Construction et de la Solidarité Djungut Tabakh, n'est-ce pas? Un candidat qui a un profil intéressant parce qu'un parcours atypique et magistral. Après Boubacar Camara, nous avons analysé et présenté le candidat du parti Awalé, donc Dr Abdourahmane Diouf. Alors, Dr Abdourahmane Diouf, AS, comme l'appellent ses proches et partisans, nous propose dans le cadre de son projet de société 3 orientations majeures, à savoir la réforme des institutions avec la création d'une nouvelle république sénégalaise. Il parle également du patriotisme économique, n'est-ce pas, avec le renforcement du secteur privé national et de la solidarité sociale. Le tout dans une vision afro-souverainisme, n'est-ce pas? Son ambition, si vous le voulez bien, c'est natif de Rufisque, dépasse les frontières du Sénégal et va au-delà, n'est-ce pas, du continent pour donner à l'Afrique, n'est-ce pas, la voie qui doit être la sienne dans les négociations commerciales et économiques, mais également dans les zones d'influence géopolitique. Alors, le troisième candidat pour qui nous avons fait une présentation de son profil, de son parcours, mais également des différentes responsabilités qu'il a eues, c'était donc El Hadj Ibrahima Sall. Alors, qu'est-ce qu'il propose dans le cadre de cette élection? Pour le compte, n'est-ce pas, de cette élection-là, El Hadj Ibrahima Sall propose aux Sénégalais un projet de société, n'est-ce pas, qu'il a développé dans son livre, qu'il a intitulé « Un autre Sénégal est possible ». Il nous propose donc 12 réformes majeures qui ont attiré notre attention. D'abord, il s'appesantit sur le coût de la vie et de sa réduction, n'est-ce pas, par ce qu'il appelle la régularisation ou la régulation, si vous le voulez bien, pardon, des secteurs clés de l'économie et de la surveillance, n'est-ce pas, des prix par un contrôle des sociétés qui ont le monopole sur certains produits de consommation courante, n'est-ce pas? Tout ceci pour permettre aux populations d'accéder à des prix assez bas aux denrées de première nécessité. Dans son projet de société, il parle également de la lutte contre la corruption, n'est-ce pas? Avec l'évasion fiscale des entreprises qui sont enregistrées dans des paradis fiscaux, dans le cadre, n'est-ce pas, des conventions fiscales qui lient le Sénégal
avec d'autres pays comme par exemple l'île Maurice. Donc, El Hadj Ibrahima Sall décide de mettre un terme pour empêcher ces évasions fiscales. Alors, il nous promet également de dépolitiser le maximum l'administration sénégalaise, qui doit être loin de la politique et s'occuper, n'est-ce pas, du développement du Sénégal. Il promet, n'est-ce pas, de faire également respecter le Sénégal et les Sénégalais à l'extérieur, avec une politique de réciprocité dans la délivrance des visas, avec les pays justement qui nous exigent le visa avant d'entrer dans leur territoire. Du point de vue social, El Hadj Ibrahima Sall nous parle d'une politique de reconstitution des familles disloquées. N'est-ce pas? Il va mettre en place des mécanismes ou une politique avec le ministère en charge de l'action sociale, des mécanismes qui permettront sans doute à terme de reconstituer les familles qui sont disloquées. Il compte également développer un service de renseignement et le mettre au service, n'est-ce pas, de l'État pour la lutte contre la corruption. Du point de vue de la santé, n'est-ce pas, il promet de mettre une haute autorité, de mettre donc en place une haute autorité de la santé pour mieux noter les structures de santé. Une territorialisation, selon lui, de la santé ou de la politique de santé avec des agences régionales de santé sera effective au cours de son mandat, si toutefois les Sénégalais décident de lui confier, n'est-ce pas, le fauteuil présidentiel. L'éducation et l'hygiène publique est quelque chose de très important pour El Hadj Ibrahima Sall, ceci pour la prévention des maladies, mais également, n'est-ce pas, des épidémies. Une telle politique donc sera promise partout au Sénégal, d'après le candidat à la prochaine présidentielle, à la personne de El Hadj Ibrahima Sall. Le désordre public, selon lui, doit être combattu. Et la lutte contre l'indiscipline publique sera donc au cœur de ses préoccupations. Et cette mission, il va la confier donc à l'armée nationale. Bref, entre autres orientations majeures et pertinentes qui laissent croire que ce candidat a toutes les chances pour attirer donc l'attention des Sénégalais lors de cette campagne électorale qui précède cette élection prévue le 25 février 2024, si toutefois il passe à l'étape du parrainage. Monsieur Diop. Nous vous rappelons que nous sommes dans votre émission Approche participative animée par Madame Fall avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahima Sonko en présence de Monsieur Bekay Thiam et Monsieur Momar Diop. En poursuivant cette émission, Monsieur Ben Ibrahima Sonko, j'aimerais savoir, avec l'avènement des technopolitiques sur la scène politique sénégalaise, ne craignez-vous pas une forme de gouvernance d'entreprise d'État toutefois si le pouvoir se retrouve entre leurs mains? Écoutez, Madame Fall, les différentes formes de gouvernance auxquelles on peut s'attendre ne sauraient sortir, n'est-ce pas, du cadre classique de formes de gouvernance connues de tous, à savoir la gouvernance locale, la gouvernance urbaine, la gouvernance territoriale et la gouvernance nationale qui concernent, n'est-ce pas, toutes les composantes du pays et de la nation toute entière. Alors, ces technocrates, même au pouvoir, auront, à mon avis, à faire face à la réalité de l'exercice du pouvoir, même si leur expérience en tant que technocrate ne soit pas incompatible avec leurs nouvelles fonctions. C'est mon avis. En entreprise comme en fonction gouvernementale, je crois que l'objectif est de travailler pour le pays, n'est-ce pas, pour son économie et pour les Sénégalais qui seraient donc à l'origine de l'élection de ces technocrates. Oui, l'État que dirigeraient ces technocrates, ce doit être un État visionnaire, n'est-ce pas? Un État entrepreneur, un État qui prendra des parts d'action dans des sociétés,
un État volontaire et actionnaire, un État, si vous le voulez bien, qui doit accompagner le secteur privé national, un État qui, au même titre que le secteur privé, crée des emplois massifs dans le cadre, n'est-ce pas, d'une politique de lancement de grands travaux en lieu et place de grands projets peu créateurs d'emplois. Bref, un État au cœur de la création de la richesse, n'est-ce pas? Je crois qu'à ce titre, le rôle d'un technocrate, jadis chef d'entreprise, c'est aussi de créer de la richesse, Madame Fall. Merci, Madame Fall, de m'avoir donné la parole encore une fois. Je pense que je vais devoir donc passer à ma deuxième question, qui, si je ne me trompe, est la toute dernière de l'émission. Donc, je vais orienter en fait ma requête sur la question concernant M. Ousmane Sonko. Personne n'est sans savoir que M. Sonko est le principal adversaire du régime en place et que le président Sall, dans sa dernière sortie, avait promis aux Sénégalais, avait promis au peuple sénégalais qu'il va appliquer toutes les décisions de justice qui seront prises ou qui sont prises au niveau du pays. Mais il se trouve qu'il y ait une décision qui n'est pas en sa faveur, c'est la réintégration de M. Ousmane Sonko dans les listes électorales. Depuis quelques jours, c'est un dossier ou un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Approche participative avec comme chroniqueur M. Ben Ibrahim Sonko, on va devoir donc lui poser la question à savoir quelles sont vos appréciations, M. Sonko, par rapport à ce sujet. Merci. Monsieur Diop, vous venez là de poser une question d'actualité, mais qui rentre toujours dans le cadre de notre sujet du jour, parce qu'il s'agit d'un autre candidat à la candidature, en la personne de Ousmane Sonko, donc le leader du parti PASTEF. Je crois que, pour répondre donc concrètement à votre question, que le président Macky Sall et son gouvernement, à travers le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur ou encore la Direction générale des élections, sont en train là de remettre en cause, n'est-ce pas, tous les acquis démocratiques qui jusque-là faisaient du Sénégal un pays qui avait une réputation assez positive en termes, n'est-ce pas, de respect des droits individuels et du processus électoral, notamment du droit pour chaque citoyen et chaque citoyenne qui le souhaite de se présenter à l'élection présidentielle si toutefois il ou elle remplit donc les conditions qui sont requises par la loi et le code électoral. Alors, pour le cas du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il faut rappeler que le tribunal d'instance de Ziguinchor avait ordonné sa réinscription sur les listes électorales suite donc à une audience marathon tenue, je pense, le 12 octobre dernier dans le sud du pays, donc à Ziguinchor. Cette décision du tribunal de Ziguinchor validait, si vous le voulez bien, sa capacité de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024, alors qu'il était radié des listes électorales en raison des différentes procédures judiciaires qui visaient le principal opposant du régime en place. Ce qui était de nature, d'ailleurs, à rendre caduque sa candidature. Après donc cette décision historique du tribunal de Ziguinchor qui montre encore une fois qu'il y a encore des magistrats qui sont indépendants dans ce pays et qui ne se plient pas devant aucune pression, la Commission électorale nationale autonome a demandé, il y a quelques jours de cela, de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer du coup tous les documents nécessaires et essentiels pour la collecte de parrainage dans le cadre de sa candidature à la présidentielle de 2024. Une demande qui, malheureusement, a été rejetée par le service du ministère de l'Intérieur en charge, en l'occurrence donc la Direction générale des élections qui explique qu'elle n'a pas de compétence à mener une quelconque action sur le fichier électoral, sans donc préciser qui en a le pouvoir. Voilà donc, M. Diop, encore une fois, une forfaiture contre Ousmane Sonko que bon nombre de Sénégalais a du mal à comprendre.
D'ailleurs, ces avocats ont contesté à juste titre ce refus de la direction générale des élections devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO. L'affaire donc est mise en délibéré pour ce 6 novembre aujourd'hui donc, si je ne me trompe pas, au niveau donc de la Cour de la CEDEAO. À mon avis, M. Diop, si vous le voulez bien, l'État du Sénégal gagnerait à respecter, donc à appliquer et à faire appliquer les décisions de justice, quelles que soient leurs conséquences. Comme d'ailleurs le président de la République, Macky Sall, l'avait promis lors de son discours historique de renonciation à une troisième candidature. Un acte que nous continuons à saluer malgré tout. Alors, pour résumer, je crois que le gouvernement du Sénégal a intérêt à tout faire pour organiser une élection inclusive, démocratique et transparente pour que la paix et la stabilité du pays soient préservées au-delà de cette élection présidentielle pour qu'enfin vive le Sénégal, M. Diop. À notre très cher chroniqueur, avant de vous laisser prononcer vos derniers mots sur ce plateau d'aujourd'hui concernant l'émission Approche participative, je tiens encore une fois à vous remercier pour cette belle prestation, ainsi que nos deux compagnons qui est M. Bekay Thiam, le membre de la rédaction de Moualim Info, et M. Momar Diop, le directeur de Moualim Info. Un dernier mot, M. Sonko. Madame Fall, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation à cette très belle émission qui est désormais très suivie par vos auditeurs et auditrices, que je salue d'ailleurs et remercie au passage pour leur fidélité, mais également pour leur message d'encouragement. C'est aussi l'occasion, et comme toujours, pour moi de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International que je dirige et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance jusque-là. Je m'en vais également, si vous me le permettez, faire un coucou à ma famille au Gabon, précisément à Libreville, donc à monsieur et madame Ousseinou Gaye Di Ouzin et son épouse Tata Gaye, sans oublier Mariam Gaye, Khadim et mon ami Gora Gaye. Mes félicitations également à M. Cham et à Momar Diop pour leurs pertinentes questions au cours de cette émission. Je vous dis tout simplement bonsoir et à très bientôt.